bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est très heureux d'être parmi vous. Voilà. Donc, dans mon propos, je vais essayer de le faire de façon la plus concise possible. Je vais vous présenter en effet une organisation opérationnelle qui est assez récente chez les sapeurs-pompiers et qu'on est allé chercher. Voilà, donc je vais vous présenter comment on est allé chercher, quelle est l'histoire de cette organisation opérationnelle et quelle plus-value, quelle force d'action ça peut amener en effet sur des situations qu'on a pu connaître en effet au tail. Voilà. Donc, le sauvetage d'éléments aujourd'hui, qui vient de changer de nom, on parle maintenant d'unité de sauvetage d'appui et de recherche parce que vous allez voir qu'on a des acronymes qui se sont... on parle beaucoup anglais maintenant en termes de secours internationaux et donc on a développé cet acronyme qui nous permet d'avoir le même acronyme que celui qui est développé au niveau international. Voilà, donc vous le voyez, à la suite en fait, d'une étude au niveau zonal, la carte qui nous montre, c'est que nous sommes organisés dans le même découpage que celui de la région Aura, puisque la zone de défense sud-est a le même découpage géographique. Voilà, donc en 2016, vous le voyez, à la suite d'une évolution qui est conduite par le lieutenant-colonel Digonnet, on s'aperçoit qu'on a besoin, sur la partie capacitaire, de faire évoluer notre réponse. Un document qui est important aussi, c'est le contrat territorial pour la réponse aux risques et aux menaces, qui nous permet de nous donner l'axe de travail. Voilà. Et on a vu aussi que cette séquence sismique de l'Italie nous a amené à beaucoup de réflexions, notamment l'Aquila en effet en 2009, et on verra ensuite à Matrice 2016-2017. Voilà, donc l'acronyme dont il faut tout de suite s'approprier, c'est INSARAG, je vais vous le développer, c'est bien l'acronyme de l'organisation opérationnelle de l'ONU. Donc INSARAG, créé en 91, on le voit, deux séismes importants, celui de Mexico en 85 et celui de l'Arménie en 88, où l'ONU s'aperçoit que la coordination opérationnelle peut vraiment progresser et pour apporter toute l'efficience qu'on attend d'elle. Et donc se crée ce groupe qui est donc International Search and Rescue Advisory Group, groupe consultatif pour la recherche et le secours international. Voilà, donc c'est ça INSARAG, et sa date de création c'est 91. Donc quel est l'objectif essentiel? Eh bien c'est bien sûr la coordination internationale, de manière à apporter la meilleure réponse possible quand on a des catastrophes, et un langage qui sera le même langage pour tous les acteurs du secours. Donc pour ça nous demande d'adapter nos savoir-faire pour mieux s'intégrer dans ces équipes de secours. Et on a cet événement le séisme d'Haïti qui, pour la France, uniquement la France, est un moment très important puisqu'on projette d'importantes forces de secours, plus de 1000 sauveteurs qui ont été engagés par le ministère de l'Intérieur. Mais on s'aperçoit qu'en effet, nos équipes françaises sont isolées parce qu'elles ne sont pas certifiées dans cette classification de l'INSARAG. Et on s'aperçoit qu'en effet, du coup, comme on n'est pas intégré, il y a des manques sur la coordination. Je crois que ce mot coordination sera le maître mot de mon propos. Par contre, on s'aperçoit aussi que la qualité des sauveteurs français est vraiment reconnue et qu'il y a une vraie piste qui est à creuser. Donc on le voit au niveau de l'ONU, le secrétariat de l'ONU, l'organisation est assez simple, je vais la détailler ensuite. On a le bureau de la coordination des affaires humanitaires qui s'appelle l'OCHA et l'UNDAC qui est United Nations Disaster Assessment and Coordination. Voilà. Ça c'est vraiment donc cette première articulation en situation de crise. L'ONU s'organise ainsi. Donc là, on a un organigramme qui est assez complet par rapport à... Voilà. Alors c'est tout en anglais, mais vous allez voir, ce sont des termes finalement qui nous parlent. Le LEMA, très vite, la traduction, c'est le préfet. Le préfet ou le maire, c'est l'autorité qui va prendre les décisions. Voilà, donc le LEMA, c'est cette organisation. Le RDC, c'est une zone d'accueil, une zone de transit sur lesquelles les moyens de secours de tout type vont converger et vont être ensuite répartis sur les secteurs qui auront été préalablement constitués. Tout ça est supervisé par un site Internet qui permet de créer un événement. Donc à ce moment-là, l'ONU crée un événement, en l'occurrence, ça aurait pu être celui du Tail, et à partir de là, on va alimenter, donner des premières informations que les équipes de secours vont aller chercher pour organiser leur réponse opérationnelle.
Et sur site, on va avoir une entité qui est très importante, qui est l'entité coordonnée par un chef qui s'appelle le team leader. Et cette entité est comme finalement un PCC, un plan communal de coordination, et qui va être en charge de coordonner l'arrivée des équipes, la détermination des missions qui vont être confiées à ces équipes, et surtout la coordination et la sectorisation. On l'a vu dans certains des propos, la sectorisation amène une ressource forte, on le reverra par la suite. Voilà. Donc, UCC, c'est User Coordination Cell, c'est un PC de commandement opérationnel, et qui s'organise avec un terme qui ici s'appelle les clusters. Une des forces de l'organisation INSARAG, c'est d'identifier que la réponse opérationnelle va être nécessaire sur plusieurs thématiques. Bien sûr celle de la distribution des secours, bien sûr celle du diagnostic bâtimentaire, mais aussi les personnes déplacées, l'état des routes, la sécurité, on l'a vu avec les forces de gendarmerie ou de police. Voilà. Et donc, on sait très bien qu'une crise va devoir être gérée avec plusieurs thématiques. Et donc, l'UCC va, elle, se focaliser sur la coordination opérationnelle avec les différentes étapes qui sont nécessaires. Tout ça, vous voyez, se fait en lien avec toujours cette autorité locale, qu'on appelle le LEMA, Local Emergency Management Authority, mais qui serait, à l'échelle d'une crise intercommunale, sera en effet le préfet. Voilà. Ensuite, notre cellule de coordination, UCC, va être capable d'accueillir les équipes et de les projeter par rapport à des objectifs qui ont été fixés préalablement. Et ces objectifs vont s'appliquer à des secteurs opérationnels qui ont été identifiés. On le voit sur cette diapo. En effet, une des forces aussi des équipes qu'on appelle sur le terrain USAR, donc Unité de sauvetage, d'appui et de recherche, qui est la nouvelle appellation par rapport au sauvetage d'éléments, ces équipes, on va le voir dans leur composition, on prend en compte un temps de travail et un temps de repos. C'est quelque chose qui est intrinsèque à l'organisation de ces équipes, parce que on sait très bien que ce sont des travaux qui peuvent être très difficiles sur le plan physique, sur le plan des matériels qui sont manipulés, mais également sur le plan, je dirais, de l'aspect psychologique. Prendre une victime en charge qui est sous les décombres, qui vient de vivre un traumatisme absolu, c'est toujours quelque chose qui n'est pas neutre, même pour une équipe de secours. Voilà. Donc le temps de repos est un temps qui permet de remettre en service et surtout qui permet de travailler dans la durée. Une équipe USAR, elle peut travailler pendant 15 jours. Voilà. Donc dès le début, on organise ce système de repos et d'engagement opérationnel. Alors, diapo rapide, on le voit, l'INSARAG, parce qu'on sait que la ressource peut être différente en fonction des pays, il y a 3 tailles d'équipes, vous le voyez, la plus importante qui est à 60 sauveteurs, celle médium qui est à 40 sauveteurs, et la plus petite avec 20 sauveteurs. Voilà. De nouveau, voyez tout ce qui est capable de faire une équipe de secours, avec des techniques de recherche, du matériel assez important et du matériel très technique, notamment des chiens de recherche, des équipes médicales. Une équipe MUSAR, c'est un ensemble sur les 40 sauveteurs. On va le voir ensuite, 4 pôles essentiels de la logistique, de la santé, de la recherche et du secours, avec une unité de commandement. Donc ces équipes de recherche, elles sont capables de faire de la découpe béton, elles sont capables de faire du sauvetage dans tout un tas de conditions, elles sont capables d'aller chercher dans les décombres avec des caméras, avec les chiens. Donc il y a toute une partie de reconnaissance et ensuite une partie du dimensionnement du chantier. Voilà. Tout ça en remontée d'informations au niveau de cette cellule qui coordonne, qui est l'UCC, qui coordonne les remontées de terrain, qui prend en compte les objectifs. Voilà. Donc on est vraiment sur une organisation très complète.
Un point très important, je le disais, l'équipe de secours va monter une base vie qui va lui permettre d'être totalement autonome en alimentation, en repos, en douche, en sanitaire. Voilà, une photo d'un exemple d'une base vie. Voilà. Et puis pour finir, vous le voyez, sur les 40 personnes, on a quand même une vitesse de propagation qui peut se faire avec des délais qui sont très courts. Et puis, surtout, cette autonomie de travail en permanence sur le chantier, c'est-à-dire que les équipes vont être présentes en permanence sur le chantier. Voilà. Merci, mon commandant. Donc, en aparté, le lieutenant-colonel Blanchard va revenir un instant sur les retours d'expérience sur le diagnostic d'urgence. Et on l'a vu dans votre présentation, mon commandant, finalement, l'organisation Musard, sur le diagnostic d'urgence, ne fait pas. Et c'est le retour d'expérience qu'on a eu sur le Teil, puisque le colonel Rivière, qui participait à une journée à Montélimar il y a quelques semaines, organisée par l'IRMA, faisait, donc le colonel Rivière, qui était le commandant des opérations de secours sur l'événement, a été surpris quelque part de devoir diligenter des diagnostics d'urgence et a tenté de mobiliser de manière élargie des opérateurs en capacité d'aller de bâti en bâti pour faire ce diagnostic à dire d'experts en complément de la quarantaine qui a été mobilisée par la FPS. Dites-nous en plus, mon colonel, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis le lieutenant-colonel Blanchard du SDIS de la Drôme, donc je viens en voisin. Je suis le conseiller technique zonal sauvetage des blêments, donc avec cette nouvelle appellation qui va migrer vers l'unité de sauvetage d'appui et de recherche. Et à mes côtés, donc mon prédécesseur, donc le lieutenant-colonel Digonnet, qui au moment du séisme du Teil, eh bien, était le conseiller technique du COS et qui a donc mis en place l'organisation permettant notamment de faire l'évaluation bâtimentaire à grande échelle. Donc on va co-présenter ce focus particulier sur l'organisation des secours mise en place sur le séisme du Teil. On a eu un retour d'expérience très humain et très sincère par M. Buil, DGS de la ville du Teil. Une des particularités de ce séisme, c'est que c'est un séisme qui n'a pratiquement pas fait de victimes, et heureusement. Et donc toute la phase secours, dégagement de victimes dans les décombres ne s'est pas opérée. L'objectif principal pour les secours publics aura été donc de dimensionner l'impact sur le bâti. Et donc c'est cette partie-là que nous allons vous présenter plus particulièrement. Petite précaution oratoire, cette présentation n'est pas un retour d'expérience officiel institutionnel, c'est un partage d'expérience que nous avons mis en commun avec les acteurs du moment, puisque institutionnellement, le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de sécurité civile n'a pas encore formalisé ce retour d'expérience au niveau national. Et il le faudra, puisque ce que nous avons mis en place en termes de force et de faiblesse nécessitera d'être formalisé de manière à pouvoir ancrer et évoluer nos pratiques si d'aventure ce type d'événement devait se reproduire sur le territoire national. Je passe rapidement sur le contexte, puisque M. Bull l'a fait dans son intervention. Peut-être simplement en dézoomant un petit peu, puisque bien légitimement, M. Bull a concentré ses propos sur la ville du Teil, qui représente la majeure partie du séisme. Néanmoins, le séisme du Teil a impacté une zone plus large, de 50 km, du nord au sud, qui a impacté un certain nombre de communes, principalement le Teil, mais pas que. Les impacts de cet événement initial, au début, c'est compliqué de prendre la mesure de l'événement, tant pour la population, tant pour les sapeurs-pompiers, tant pour les différentes autorités, qu'elles soient municipales ou préfectorales, puisque il faut avoir vécu une expérience similaire, et tant qu'on n'a pas vécu une expérience de séisme, c'est pas évident de prendre la mesure de l'événement. Prendre le fait qu'un séisme, on va s'inscrire dans le temps long, et qu'on n'est pas sur une intervention qui va se gérer en 2-3 jours, on va être sur une opération qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, le retour à la normale. M. Buy nous a dit qu'on est en 2022, il y a encore des situations qui ne sont pas réglées. Donc prendre la mesure qu'un séisme, on s'inscrit dans le temps long, est quelque chose d'important. Et donc la première difficulté, l'absence de victimes ensevelies sous les décombres,
n'a pas aidé les acteurs du moment, et dire ça, c'est pas du tout faire offense, n'a pas aidé les acteurs du moment à dire il se passe un événement qui dépasse le cadre normal de ce qu'on a l'habitude de gérer, une intervention certes importante, là on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus important. D'un point de vue graphique, les zones d'effet, vous les voyez, elles sont certes concentrées sur le Teil-Montélimar, mais elles vont se répartir sur une zone bien plus large qui vont nécessiter pour les services d'incendie de secours, entre autres, de prendre la mesure de cette dimension-là et de pouvoir donc sectoriser et porter leur action non pas sur une seule commune, mais sur un certain nombre de communes qui ont également été impactées. Le jour de l'événement, moi j'étais effectivement de l'autre côté en Drôme, et on a eu aussi, alors avec une échelle bien moins importante, mais on a eu aussi besoin de faire des reconnaissances, évaluer la situation sur d'autres zones géographiques. Cette petite diaporama, enfin cette petite slide a pour but de... Globalement, cette opération s'est organisée sur 4 phases de montée en puissance. Le jour même et le lendemain, eh bien, les premières réactions immédiates, bien évidemment. Pendant ce temps-là, eh bien, les secours du département de l'Ardèche, puis de la Drôme, puis de la zone de défense sont arrivés en renfort. Le colonel Digonnet, à mes côtés, eh bien, a pu commencer à appréhender la situation et à éveiller les consciences, que ce soit celui du commandant des opérations de secours, mais également de l'autorité préfectorale, que, attention, l'événement, il va falloir monter le curseur et le prendre à sa juste mesure. Et donc, cela a nécessité du temps pour effectivement que la prise en compte de l'événement à sa juste mesure puisse s'opérer. Et une fois que la prise en compte de cet événement se fait à la bonne hauteur, eh bien, on peut effectivement s'organiser, solliciter les renforts en conséquence. Pour arriver, à partir de... Le séisme était le lundi 11 novembre, c'est réellement à partir du vendredi, du samedi, que les renforts en nombre permettant de prendre en compte la dimension évaluation du risque bâtimentaire ont pu arriver et donc commencer à travailler efficacement. Donc le premier enseignement, c'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas la culture du risque sismique en France métropolitaine, et donc il y a nécessité de se former, de partager ces expériences de manière à ce qu'on prenne conscience qu'un risque sismique va nécessiter une organisation tout autre et on peut s'inspirer de l'organisation internationale qui existe, puisqu'il ne s'agit pas de réinventer une organisation alors qu'une organisation internationale existe déjà. Et vu l'ampleur de cet événement, de toute façon, les secours internationaux très probablement devront venir nous épauler. D'où l'enjeu que la France puisse connaître et mettre en place cette organisation internationale de manière à mieux accueillir les renforts qui viendront certainement d'autres pays que la France. Lorsque la mesure de l'événement a été prise et que les renforts sont arrivés, après avoir dimensionné très correctement les renforts nécessaires, les objectifs qui ont été fixés par Madame le préfet de l'Ardèche ont été de poursuivre, puisqu'ils avaient été entamés dès le premier jour, poursuivre et terminer l'évaluation bâtimentaire. On était sur une zone qui comprenait entre 3 et 4 000 bâtiments à reconnaître. C'est un enjeu important, puisque tant qu'on ne sait pas précisément combien de bâtiments ont été impactés, est-ce que ces bâtiments peuvent continuer à héberger ou pas leurs occupants, eh bien, comment dimensionner les personnes à reloger, pendant combien de temps? Donc vous voyez que ce premier objectif est très important. Le deuxième objectif, eh bien, c'était de poursuivre la sécurisation de l'espace public, la chute de matériaux sur la voie publique, notamment les cheminées, les passes de toit, protéger les biens en étayant certains bâtiments qui étaient fragilisés, participer à la gestion post-crise, en clair, apporter des clés de lecture aux décideurs pour leur faire comprendre qu'il va falloir s'inscrire dans le temps long, et non pas un événement qui va se régler en quelques jours. Non, on va s'inscrire sur un événement qui va être sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, rassurer la population et bien évidemment anticiper les demandes de moyens, puisqu'on est sur un événement qui certes ne présente pas de victimes, mais pour autant
est un événement dimensionnant. L'organisation qui a été mise en place lorsqu'elle a été consolidée et lorsque nous avons commencé à structurer cette organisation, eh bien, elle s'est appuyée sur, bien évidemment, une chaîne classique d'opérations de secours, un directeur des opérations de secours, en l'occurrence l'autorité préfectorale, qui met en place un poste de commandement opérationnel qui était situé, ça a été dit, à la mairie du Teil. Et ensuite des PC métiers, en l'occurrence un PC métier sapeur-pompier qui s'est séparé en trois domaines. Le secteur sauvetage déblaiement proprement dit, c'est-à-dire toutes les actions de consolidation, d'étaiement, de plancher, de murs, d'escalier, voilà, donc les actions purement de soutènement. Le secteur de l'évaluation bâtimentaire, puisqu'il a fallu effectivement reconnaître tous les bâtiments qui ont pu être impactés par l'événement du 11 novembre. Et le troisième secteur, eh bien, les opérations un peu annexes, les opérations diverses qui gravitaient, qui étaient en parallèle de ces deux secteurs principaux. Il a fallu également essayer de formaliser, s'organiser et charter un petit peu les circuits d'information, de manière à ce que les populations qui continuaient à appeler, soit en composant le 18, le 112, ou en se rendant directement sur leur mairie de rattachement, comment récupérer la bonne information pour ne pas perdre celle-ci, comment discriminer ce qui devait être pris en compte par les services de ce qui ne l'était pas. Donc il a fallu mettre en place effectivement un logigramme permettant de gérer les différentes demandes de secours qui ont pu être, qui pendant plusieurs jours ont continué à affluer. Donc c'est le logigramme que vous voyez sur la partie droite du diaporama. Est-ce que les désordres étaient déjà existants avant le 11 novembre ou pas? Est-ce qu'ils ont été aggravés? Est-ce qu'ils sont apparus? De manière à ce qu'on puisse intégrer cette information et dépêcher ensuite, organiser les reconnaissances bâtimentaires. Il a fallu, M. Buy l'a très légitimement souligné, se coordonner, puisqu'on avait plusieurs acteurs, la mairie du Teil pour ce qui relevait de sa commune, les autres mairies, les informations qui étaient apportées par téléphone, par voie directe, essayer de fiabiliser l'information entre les bases de données que chacun et chacune pouvait disposer pour éviter les redondances et être le plus efficace possible. Donc il y a un gros aspect sur la fiabilisation des flux d'informations, la fiabilisation des données, de manière à ce qu'on puisse, autant que faire se peut, éviter d'avoir chacun ses fichiers respectifs, mais avoir des fichiers communs, co-alimentés par nos informations métiers. Et ça a été une difficulté, puisque c'est la première fois que cette opération, qu'en France métropolitaine, on a dû faire face à cet événement. Une fois qu'on a pu fiabiliser ces données et effectivement affiner les listes de reconnaissance de bâtiments à effectuer, eh bien, les opérations de reconnaissance, qu'elles soient réalisées par, on va dire, les sapeurs-pompiers, mais les sauveteurs de la sécurité civile pour faire court, puisqu'on avait effectivement des sapeurs-pompiers, des militaires de la sécurité civile, des marins-pompiers de Marseille, de la brigade des pompiers de Paris. C'est venu de la Bretagne jusqu'à la Corse, hein, en termes de provenance de sapeurs-pompiers. Le réseau associatif, avec effectivement le réseau AFPS. Donc toutes ces personnes qui ont dû se coordonner pour être le plus efficace possible pour réaliser ces différentes évaluations bâtimentaires. J'insiste sur le terme de l'évaluation bâtimentaire. Il ne s'agit pas dans cette phase-là de faire de l'expertise. Il s'agit simplement de répondre à une question. Est-ce que le bâtiment en question est encore dangereux pour les intervenants, bien évidemment pour leurs occupants? Et si ce bâtiment est dangereux, est-ce qu'on doit procéder à l'évacuation de ce bâtiment ou simplement une consolidation? Donc là, on est bien dans une phase d'urgence. On parle d'évaluation bâtimentaire en situation d'urgence. Un autre terme que vous pouvez voir sur le document, c'est diagnostic d'urgence en risque bâtimentaire. Donc on est bien sur quelque chose d'urgent. C'est pas forcément, c'est surtout pas de l'expertise. L'expertise interviendra dans un second et dans un troisième temps par des vrais experts, des gens dont c'est le métier, dont c'est l'art
Dans cette phase-là, l'objectif pour les sapeurs-pompiers, entre autres, c'est simplement d'évaluer une dangerosité pour mettre en sécurité les gens, en tenant compte d'un élément important, c'est que nous sommes sur un phénomène sismique, donc avec la probabilité que des répliques puissent intervenir, et donc à nouveau dégrader le bâtiment qui a déjà été fragilisé. D'accord ? Donc ça, c'est nouveau, et il a fallu donc opérer à ces évaluations bâtimentaires, globalement 3500 évaluations bâtimentaires faites en 3 semaines, qui aboutissent à un classement, c'est ce que vous voyez sur le document, les bâtiments classés noirs, les bâtiments classés rouge, jaune, vert, vous l'avez compris, noir c'est un risque d'effondrement immédiat, et puis vert, globalement, c'est un bâtiment qui peut continuer à être occupé sans risque particulier. Au fur et à mesure que ces évaluations bâtimentaires étaient réalisées par un système qui a été développé sur place, qui n'existait pas au préalable, ces évaluations remontaient graphiquement sur un système d'information géographique permettant aux décideurs, quels qu'ils soient, de mieux repérer quelles zones avaient fait l'objet d'une évaluation bâtimentaire et globalement où est-ce qu'on retrouvait plutôt les bâtiments classés noirs, bâtiments classés verts, etc., de manière à pouvoir chaque jour avoir une idée la plus précise possible de l'action d'évaluation bâtimentaire réalisée. Sur ce diagramme-là, on voit qu'on s'inscrit dans le temps long. L'opération de secours a duré 3 semaines officiellement, sans parler après de la phase post-crise que M. Buy nous a évoquée. Le rythme journalier à 40 binômes d'évaluation bâtimentaire, c'était environ 250 évaluations bâtimentaires par jour. Donc vous imaginez qu'on est sur un séisme qui touche une ville moyenne. Si on transpose sur une agglomération qui nous occupe aujourd'hui, vous imaginez le volume, le nombre de personnes qu'il sera nécessaire de disposer pour le plus rapidement possible avoir une idée de l'évaluation bâtimentaire de la zone impactée. Et là, pareil, on a appris le jour J, on n'avait aucune idée du dimensionnement nécessaire pour conduire ces opérations. Donc il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais il s'agit simplement, à la lumière de ce que nous avons vécu en 2019, d'avoir une idée de ce qu'il faudrait transposer pour, sur une agglomération bien plus importante, être en capacité de procéder à ces évaluations. Les mêmes éléments, mais d'un point de vue répartition géographique sur les différentes communes impactées. Et enfin, les enseignements. Les enseignements, en termes de réussite, on a globalement, sur un événement qui était assez novateur, réussi à mobiliser les moyens nécessaires, en termes d'expertise, en termes de compétences sapeurs-pompiers, le réseau associatif. La complémentarité qu'il a fallu opérer entre les différents acteurs. Les difficultés, ça a été dit ce matin, c'est un manque de culture donc, sur le risque sismique. Et donc, la capacité à prendre en compte l'événement par anticipation, à sa juste valeur, c'est ça qui, à mon avis, est à retenir sur on pourrait gagner du temps en ayant une meilleure culture, et d'ailleurs cette journée s'y inscrit pleinement, afin que les différents acteurs puissent être mieux formés dans les différents acteurs. C'est bien évidemment vous, nous, les différentes organisations qui seront mises en place pour faire face à ce risque. Donc les propositions, c'est bien évidemment en interne à chaque structure, c'est de développer cette culture, de s'inspirer de ce qui se fait en termes d'organisation internationale des secours, de manière à ne pas réinventer une organisation franco-française qui serait une ineptie, mais s'inscrire dans une organisation internationale, puisque sur une opération de cette envergure-là, la France devra coopérer avec des secours extérieurs. Et donc, bien évidemment, que les standards internationaux doivent être pris en compte, traduits, adaptés, mais on ne peut pas travailler différemment. Donc, il y a un gros volet de formation, d'acculturation, d'utiliser les experts, quels qu'ils soient, à leur juste valeur, que ce soit avant l'événement, c'est ce que la présentation de tout à l'heure nous a indiqué, se préparer avant, en utilisant les compétences scientifiques notamment,
Le jour de l'événement, eh bien, utiliser l'expert de manière à ce que les autorités puissent être éclairées le plus judicieusement possible sur la prise en compte efficace de l'événement. Et ensuite, travailler encore plus en transversalité pour éviter d'avoir plusieurs visites et plutôt de mettre en place des groupes de visites interservices de manière à éviter à ce que les pompiers passent dans un premier temps, ensuite le volet social passe dans un second temps, la population qui a du mal à s'y retrouver en disant bon, on est déjà passé chez moi. Donc il y a matière à rentabiliser un petit peu ces différentes visites en mettant en place des groupes de visites où chaque métier, entre guillemets, pourra récupérer les infos dont elle a besoin. Dans cette évaluation bâtimentaire, les réussites, eh bien, ça a été la capacité, un petit peu sur le champ, de mettre en place une numérotation unique de chaque bâtiment pour avoir une représentation alphanumérique de chaque bâtiment à des fins de répertoriation, pour éviter les doutes, et donc être en capacité de mieux préciser l'action des secours sur les différents bâtiments impactés. Un outil qui a été mis en place et qui doit être consolidé, permettant assez rapidement, avec une solution nomade portable, que les différentes équipes qui procèdent à ces évaluations bâtimentaires puissent faire remonter en temps réel ce qu'elles ont pu faire, sans forcément avoir des comptes rendus exhaustifs qui prennent beaucoup de temps, alors que le temps, on n'en a pas. Et bien évidemment, faire prendre conscience au directeur des opérations de secours que l'évaluation bâtimentaire va être à elle seule un objectif à part entière, indépendamment des autres objectifs que seront l'assistance aux populations, le relogement, les secours bien évidemment, mais que l'évaluation bâtimentaire sera une pièce centrale dans la gestion de l'événement et la gestion post-événement. Et en ça, en 2019, le cadre réglementaire qui s'imposait aux sapeurs-pompiers n'avait pas encore posé la légitimité d'action des sapeurs-pompiers dans ce rôle-là, des spécialistes USAR. Et c'est depuis 2021 chose faite, puisque notre nouveau cadre réglementaire, le guide de doctrine opérationnelle, a enfin légitimé l'action des sapeurs-pompiers, non pas pour dire il n'y a que les sapeurs-pompiers et que les spécialistes USAR qui peuvent faire ça, mais les spécialistes USAR avec d'autres compétences sont légitimes à procéder à ces missions-là, puisque on aura besoin des forces de tout le monde pour organiser cette évaluation bâtimentaire. Donc globalement, voilà les enseignements de ce qui a été réalisé sur le séisme du Teil. Il y a beaucoup de choses encore à mettre en place. Récupérer la doctrine internationale, former nos cadres, sapeurs-pompiers, former les cadres qui seront demain les dirigeants en termes de gestion de crise. Mettre en place des outils permettant plus facilement de réaliser cette évaluation bâtimentaire avec des grilles communes, des outils informatiques nomades permettant de gagner du temps, de faire remonter ces informations-là aux différents postes de commandement qui devront avoir besoin de ces informations. Donc le séisme du Teil a effectivement été un séisme utile. Dire ça peut être mal interprété, mais le séisme du Teil a été un révélateur sur le fait que le risque sismique en France métropolitaine n'est pas une vue de l'esprit, a été aussi un révélateur sur le niveau de préparation des équipes de secours et la nécessaire complémentarité entre eux qu'ils devront mettre en place, pas qu'entre sapeurs-pompiers, mais aussi avec les autres composantes, le monde associatif, les experts qui interviendront ensuite après nous, pour que cette synergie puisse être bonifiée et donc servir l'intérêt collectif qui sera de résoudre cette crise, qui, une fois de plus, s'inscrit dans le temps long et ne se réglera pas en une semaine ou 2 semaines, mais sur un temps bien plus important.